Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. On démarre le week-end ensemble avec un tas d'idées, d'activités, de découvertes à vous proposer. Émission en partenariat avec le Mensuel. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité. Bonsoir Pierre-Antoine Gérard. Bonsoir. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes le conservateur en chef du patrimoine à l'Institut océanographique de Monaco. On va parler des expositions en cours, la mission Polaire qui rencontre beaucoup de succès depuis son lancement il y a 2 ans, et aussi du prochain temps fort sur la Méditerranée qui aura lieu au printemps. D'abord, vous restez avec nous puisqu'on va regarder ensemble l'interview de Morgane à la rencontre de Manu et Gérard Lanvin. Ils sont en concert ce soir au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Musicien, producteur, compositeur et arrangeur, Manu a accompagné son père dans l'enregistrement de son tout premier album, Ici-bas. Regardez. Nous, ça fait 2 ans qu'on tourne avec cet album que Manu m'a permis de faire. Il a été pratiquement disque d'or et on nous a demandé dans pas mal de festivals. Ça fait 2 ans qu'on tourne avec mes mots à moi, parce que la différence en général avec ce que je pratique, c'est-à-dire le métier d'acteur, je joue avec les mots des autres. Mais j'avais des choses à dire et Manu le savait. Et ce confinement nous a permis de nous réunir tous les deux et de passer du temps à composer cet album qu'on a appelé Lanvin, L''AN le chiffre 20. Parce qu'à cette époque-là, il y a encore 3 ans de ça, les mots coulaient du stylo, il y avait beaucoup de choses à dire. Et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles tiennent encore la route. Donc on continue la route. Ils se sont tous précipités. C'était le jour du défilé. Dans les rangs, saluté. Mais quel autre choix pour tout faire? Déjà, il y a eu une envie commune de le faire. Lui, effectivement, il avait des réserves, il pensait qu'il ne pouvait pas le faire. Donc c'était à moi de le convaincre que ça fonctionnait. Mais on y est allé pas à pas, parce que moi, j'étais pas non plus convaincu, j'ai pas honte de le dire, qu'il pourrait tenir tout un album. On s'est essayé sur une chanson, et ça a été révélateur de cette possibilité-là, qu'il avait à interpréter ses propres mots. Attention, j'ai pas fait un album... c'est pas un album d'Elvis Presley ou de... moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y ait son phrasé, qu'il y ait ses mots, j'ai fait des chansons, je pense, qui sont des mélodies simples, interprétées. Voilà, il y avait pas d'embûche, il y avait pas de cascade à faire. Et je savais, parce que je l'avais déjà testé comme ça à la maison parfois, qu'il avait la capacité pour pouvoir tenir un album et faire son album. Rien ne passe aussi vite que le temps. Il fuit sans retour comme un coup de vent. Voilà, en concert ce soir au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Pierre-Antoine Gérard, vous pourriez vous laisser tenter, vous, par Gérard Lanvin en concert? Alors oui, j'apprécie l'acteur et je découvre là qu'il fait aussi de la musique, donc oui, ça peut être un beau moment. Alors, ce soir, en tout cas, on vous invite en votre qualité de conservateur en chef du patrimoine à l'Institut océanographique de Monaco. On ne présente plus l'Institut dont on parle régulièrement sur BFM Nice Côte d'Azur, à la fois centre de recherche, musée, aquarium. Rappelez-nous peut-être les temps forts de son histoire. Elle est en forme et on le doit à une personne célèbre qui est le prince Albert Ier, qui est le fondateur de l'Institut océanographique. En quelques mots, le prince a fait 28 campagnes océanographiques entre 1887 et 1915. Il a sillonné les mers, la Méditerranée, l'Atlantique, etc. Et de ces campagnes, il a ramené un certain nombre de collections, de prélèvements, de recherches, d'instrumentation scientifique qui sont aujourd'hui le fondement du musée tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, et c'est son œuvre, l'œuvre de ce prince visionnaire que nous poursuivons aujourd'hui autour des sciences océanographiques. Voilà, donc, pas en 1910, mais bien après, l'Institut s'est doté d'un aquarium unique sur la Côte d'Azur, en ce qu'il présente de nombreuses espèces de poissons. Combien d'espèces? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, il y a à peu près 60 aquariums pour les parties ouvertes au grand public, et on y retrouve un certain nombre d'écosystèmes. Bien entendu, une grande partie est consacrée à la mer Méditerranée, bien entendu, qu'on retrouve au pied du musée. Mais d'autres écosystèmes tropicaux sont aussi présentés. Il y a cet immense et magnifique lagon aux requins. Et puis l'Odyssée des tortues qui vient compléter
l'ensemble des présentations d'espèces vivantes dans l'établissement. Est-ce qu'on peut se laisser surprendre par des espèces méditerranéennes qu'on ne connaissait pas alors qu'on fréquente tous les jours justement notre environnement et qu'on a l'impression de connaître la Méditerranée? Alors il y a peut-être pas dans les grandes espèces, mais il y a des choses qui sont assez spectaculaires, des coraux notamment, un certain nombre d'invertébrés, il y a aussi des tortues et toutes ces espèces-là, elles nous donnent surtout le sentiment que c'est un réseau d'êtres vivants, ce sont des écosystèmes et qu'entre elles, elles doivent cohabiter au mieux pour que cet écosystème fonctionne parfaitement. Vous parliez d'Albert Ier en sa qualité de navigateur, de tout ce qu'il a ramené et qui est en fait les fondations de la collection du musée. Et il y a Océanomania qui existe depuis 10 ans. C'est ces objets-là qu'on peut trouver, c'est le cabinet de curiosité ou il y a eu d'autres choses qui ont été collectées après? Alors c'est une œuvre assez incroyable et spectaculaire. On a coutume de dire que c'est le plus grand cabinet de curiosité consacré à l'océan au monde. C'est-à-dire que Marc Dion, qui est venu dans les réserves du musée, a choisi dans les réserves et parmi les collections un certain nombre de pièces représentatives de l'histoire du musée, que ce soit des collections d'histoire naturelle, de l'instrumentation, des maquettes de bateaux, des scaphandres, même une sirène, enfin voilà, des choses assez mystérieuses qui nous emmènent dans les contes et légendes des mers et qui permettent aux visiteurs d'avoir en un instantané, reprenant les codes de ces cabinets de curiosité du XVIIe siècle, une vision globale de la diversité de nos collections. Alors il y a donc à Monaco une exposition permanente qui s'appelle Monaco et l'océan qu'on peut découvrir toute l'année. Il y a aussi une exposition temporaire qui s'appelle Mission Polaire qui a été lancée il y a un peu plus de 2 ans déjà et qui revient en fait chaque année au musée océanographique de Monaco. Est-ce que vous mesurez le succès, l'affluence de cette exposition? Alors c'était une exposition qui a très bien marché, qui se poursuit encore aujourd'hui, même si on a fermé l'une des salles qui était Immersion polaire pour préparer la prochaine, mais d'autres espaces restent ouverts et permettent aux visiteurs de prendre conscience de la fragilité de ces écosystèmes qui sont malmenés notamment par le réchauffement climatique et qui permettent aussi aux scientifiques de diffuser la recherche qu'ils sont en train de faire pour nous aider à les protéger. Et l'Institut océanographique soutient la création d'aires marines protégées dans ces espaces-là. Alors justement, effectivement, cette exposition n'a pas juste vocation à nous faire découvrir des choses, à ce que ça soit ludique. Elle a vraiment marqué un tournant. En tout cas, je me souviens à son lancement sur le regard qu'on projetait sur la protection de notre environnement. Sur ces aires marines protégées, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Alors, ce qu'on essaye de faire, ce que l'Institut soutient, c'est de permettre à des chercheurs de pouvoir faire des études solides avec un état des lieux, avec un état de la faune et de la flore de ces environnements-là que souvent on ne connaît pas très loin, on a l'impression pas très bien parce que c'est loin de chez nous. Et à travers ces études-là, on peut mettre en place des stratégies de protection qui soient adaptées à ces aires-là. Et ces aires-là, on essaye de faire en sorte qu'elles soient le moins possible sous pression, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'exploiter ces zones-là et que la faune et la flore et la biodiversité puissent s'épanouir librement sans contrainte. En parlant d'aires marines protégées, bien plus près de ce que vous décrivez, il y a évidemment la Méditerranée et une exposition qui lui est consacrée à partir du 5 avril. Oui, alors effectivement, on a travaillé avec le cycle polaire pendant quelques années et là on va ouvrir un nouveau cycle à partir du printemps prochain et là on se rapproche de ce qu'on connaît qui est au pied du musée, c'est-à-dire la mer Méditerranée et on va proposer une exposition immersive dans la salle de la baleine où là on va pouvoir être alors je ne veux pas trop en dévoiler mais au sein tout aussi impressionnante que Mission Polaire. Oui, tout aussi impressionnante et qui va nous permettre, qui va directement dans l'architecture de la salle, vous verrez, ça va être une belle surprise et on va embarquer à bord d'un vaisseau scientifique en 2050 qui va nous emmener voir ce qu'une aire marine protégée pourrait produire si on fait tous un effort. Quand je dis tous, c'est le grand public, mais c'est aussi les décideurs politiques, c'est aussi le monde économique, pour pouvoir ensemble travailler à une meilleure gestion de la biodiversité des écosystèmes. Et cette exposition tombera à point nommé, puisqu'elle arrivera juste avant le sommet des océans, qui va être accueilli à Nice en juin 2025. Merci beaucoup Pierre-Antoine Gérard d'avoir été notre invité ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi dans notre émission Tout Terrain. Nous recevons Marc-Olivier Tacquart, le créateur de la librairie Le Vestiaire Hameau qui se trouve à Nice Nord. À lundi.